Alors je vais d'abord présenter un peu ce sur quoi je travaille depuis déjà maintenant 15 ans. Et aussi, ensuite, j'aborderai en gros en 3 points très inégaux en longueur, en volume, les questions sur lesquelles on va essayer de réfléchir ensemble. D'abord, j'essaierai de présenter un certain nombre de caractéristiques des évolutions du travail en général. Car contrairement à ce que les enseignants pensent souvent, les enseignants ne sont pas à part. Et ils sont aussi pris dans un mouvement de transformation du travail qui a commencé il y a déjà pas mal de temps maintenant. Et il est important, à mon sens, de bien avoir ça clairement en tête pour pouvoir comprendre ce qui arrive aussi aux enseignants. Même si ça peut prendre des formes, des spécificités à la fois professionnelles, locales ou autres. Le deuxième point, ça sera une tentative d'évocation sur ce que ces évolutions font à la fois aux individus, aux collectifs et aux métiers. Et le troisième point, qui sera très court, lui, ça sera un certain nombre de questions que ça m'amène à poser sur le rôle des syndicats. Parce qu'à mon avis, d'ailleurs, j'en trouve beaucoup, là, les syndicats sont aussi concernés par ces évolutions du travail et du métier. Alors pour ma part, je m'intéresse, et j'ai d'abord travaillé sur les difficultés au travail. C'est l'enquête à laquelle il a été fait allusion. Les difficultés au travail, la souffrance au travail, bon, vous retrouverez des éléments dans ma présentation. Ensuite, je me suis intéressée à ce que deviennent les réformes, puisque vous savez que l'institution Éducation nationale produit énormément de réformes. Il y a même une accélération, si on regarde l'histoire de l'éducation nationale, on peut dire que depuis les années 90 surtout, il y a une accélération de la rotation, on pourrait dire, des réformes, de la succession des réformes, et avec des collègues, parce que la recherche est une activité collective, on s'est intéressé plus particulièrement à 2 réformes. Alors l'une qui concernait les lycées professionnels et l'autre qui concernait l'école primaire et les collèges. La première portait sur les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, les PPCP, comme on disait en lycée professionnel. Et la seconde, c'est la mise en place du socle commun. Donc voilà, ça m'a amené aussi à produire un certain nombre de connaissances sur ce qui se passait entre le moment où il y a une prise de décision politique de faire une réforme et ce que les enseignants, eux, dans leur travail, peuvent en faire. Mon dernier objet de recherche, qui est plus récent, porte sur la construction de la professionnalité des enseignants. Et pour cela, dans le laboratoire que je dirige, on a mis en place 2 recherches. Une qui porte sur les enseignants qui entrent dans le métier, comment ils construisent leur professionnalité. Alors nous avons suivi pendant 3 ans des jeunes enseignants, qui ne sont pas toujours jeunes en âge, mais jeunes dans le métier. Et puis, à l'autre bout de la carrière, nous avons commencé un programme de recherche sur les fins de carrière. Alors, fin de carrière au sens, disons, de 10 dernières années de la carrière, dans la mesure où on fait l'analyse selon laquelle ça va devenir un problème de plus en plus aigu. Tout simplement du fait de l'allongement des carrières avec la réforme des retraites, du fait aussi de l'élévation du niveau de qualification des jeunes avec le master qui rentre plus tard dans le métier et dans la carrière. Donc tout ça va faire qu'on va avoir des fins de carrière avec des personnels plus âgés et que il y a quelque chose à explorer et nous essayons de l'explorer, d'autant plus que, comme on le voit dans votre enquête, les enseignants qui arrivent dans la dernière partie de leur carrière ne sont pas toujours en situation facile. Donc nous avons choisi de nous intéresser, non pas là sous l'angle de la difficulté, parce qu'il y a déjà un peu des travaux là-dessus, mais plutôt sous l'angle de quels sont les leviers de bien réussir sa fin de carrière, en quelque sorte.
avec l'hypothèse selon laquelle si on arrive à montrer des leviers de la bonne fin de carrière, en creux, ça peut montrer tout ce qui manque justement quand la fin de carrière est difficile, etc. Donc voilà, ça c'est ce qui occupe disons, mes occupations en termes de recherche. Donc maintenant, quelques mots sur les évolutions du travail. Alors, je partirai d'abord d'un paradoxe. Le paradoxe est le suivant, c'est que d'un côté, on a des décideurs politiques qui font des réformes en pensant améliorer le système éducatif. C'est toujours ce qui est indiqué. Les réformateurs sont pleins de bonnes intentions, déclaratives au moins, disant que si on fait telle ou telle réforme, c'est bien sûr pour faire en sorte que les élèves réussissent mieux. Vous pouvez déjà noter que les réformes sont toujours sur des questions de réussite des élèves et que le lien avec la qualité du travail des enseignants n'est jamais posé. Alors qu'on pourrait penser que les deux sont un peu liés quand même. Donc là, il me semble qu'il y a déjà un décalage qu'on peut pointer. Ces réformes tentent de répondre à une situation qui est caractérisée par le fait qu'il y a des informations multiples, redondantes, réitérées, qui montrent qu'il y a un problème dans les résultats de l'éducation nationale. Ce problème, il est essentiellement de l'ordre de l'échec d'une partie des élèves et qui est pointé particulièrement par des enquêtes internationales dont vous entendez régulièrement parler par la presse, mais aussi par la hiérarchie, qui témoignerait du fait que les élèves français ont des scores qui diminuent et que donc la France n'est plus située au plan international, j'insiste là-dessus parce que vous verrez à quel point ça devient important, n'est plus située au plan international parmi les pays les plus développés qui ont les meilleurs résultats en matière éducative. Alors ces informations sur les résultats du système éducatif sont la justification des réformes. En général, si vous regardez le discours autour de la réforme, il se réfère à ces résultats. Le problème est que, ah oui, aussi, par parenthèse, vous avez peut-être vu le rapport de l'inspection générale de 2013 sur l'apprentissage de la lecture, qui était accablant pour le système éducatif français. Donc voilà, il y a en gros un discours accusateur à l'égard de l'école, qui est très répandu surtout par la presse, mais qui pénètre aussi la hiérarchie intermédiaire, qui relève en gros de deux arguments. Premier argument, les enseignants sont insuffisamment compétents, voire incompétents, et le rapport de l'inspection générale va dans ce sens-là, concernant l'apprentissage de la lecture. Le deuxième argument, tout irait bien si les réformes étaient bien appliquées. Si ça ne va pas bien, c'est que les enseignants font de la résistance. Ils font de la résistance au changement. Sans interroger si le changement est bon en soi, si la réforme est bonne en elle, et s'il n'y a pas un peu de résistance au changement aussi au niveau des décideurs. Non, ça, la résistance au changement, ce sont les enseignants qui la font. Le paradoxe, il est entre cette volonté réformatrice pour améliorer la réussite des élèves, d'un côté, et de l'autre côté, le fait que ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ces réformes les vivent comme un empêchement à travailler, comme une difficulté. Donc, comment ça se fait et comment on peut faire avec ça? Alors, une fois ce constat fait de ce paradoxe, il faut regarder d'un peu plus loin, avec un peu une perspective historique, et à la fois au niveau de l'emploi public et plus généralement. Les réformes de l'éducation prennent place dans le cadre d'une politique beaucoup plus générale, qui est à la fois nationale et internationale, qui se caractérise par des orientations libérales au plan économique,
qui consiste à dire que l'État coûte trop cher. Du moment qu'on dit que l'État coûte trop cher, ça veut dire qu'il y a trop de fonctionnaires, parce que le coût de l'État est très lié aux fonctionnaires. Premier argument, il coûte trop cher. Deuxième argument, il est inefficace. Bon, c'est un argumentaire qui a été beaucoup développé dès les années 80, de façon très très forte, et que l'État étant inefficace, il faut le réformer, et il faut, après l'avoir fait maigrir, parce qu'il coûte trop cher, il faut lui appliquer d'autres méthodes, dont on parlera ensuite. Alors cela se traduit par la purge qu'il y a eu dans l'emploi de la fonction publique. Ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'il y a une diminution de l'emploi dans la fonction publique en France, ce qui a pour conséquence une précarisation de l'emploi, parce que même si on supprime des postes de titulaires, il y a besoin de personnel. Donc la solution, c'est de se tourner vers des vacataires, alors à l'université, pléthore de chargés de cours, c'est le même problème. Donc ça veut dire que dans les écoles, dans les lycées, les collèges et l'université, il y a une hétérogénéité beaucoup plus grande du groupe professionnel. Alors vous verrez que cette hétérogénéité beaucoup plus grande, ensuite, a des conséquences sur le travail aussi, qui peuvent être à la fois positives ou négatives. Mais en tous les cas, c'est une situation nouvelle. Et dans le primaire, désormais, là aussi, il y a de l'emploi précaire, ce qui était inimaginable il y a quelques années d'embaucher des personnes dans un statut précaire. Cela se traduit aussi par la multiplication de ce qu'on peut appeler de la sous-traitance. L'appel à des intervenants extérieurs qui prennent en charge une partie des tâches ou une partie des missions parfois qui auparavant pouvaient être dévolues aux professionnels titulaires. Alors, cette multiplication de la sous-traitance ou des intervenants extérieurs, là aussi ça va avoir un impact sur le travail. Cela veut dire que dans la classe, dans l'école, dans tous les établissements secondaires, il y a une diversité des statuts, il y a une diversité des expériences professionnelles, il y a aussi des conceptions différentes du métier, il y a parfois des objectifs différents, et que donc il va falloir qu'il y ait des interactions beaucoup plus nombreuses, des négociations, des ajustements entre tous ces personnels. Alors dans le même temps, pour mettre en musique ces grandes politiques en matière d'éducation et d'État, l'idée a été de faire appel à ce qui a été signalé tout à l'heure, c'est-à-dire à des nouvelles formes de management. Une fois qu'on a diminué l'emploi, ça ne suffit pas, il faut réorganiser et inciter les personnels à être plus efficaces. L'idée qui préside au nouveau management public, puisque c'est une notion qui vient des pays anglo-saxons, qu'on a traduit en français par nouveau management public, est qu'il y a des gisements de productivité du côté des personnels. Des gisements de productivité. Et quand on examine la formation des cadres de l'éducation nationale, à travers l'école qui s'appelle l'ESN, l'école supérieure de l'éducation nationale, qui forme les inspecteurs, les directeurs, les chefs d'établissement du secondaire. Et la formation est fondée en partie sur cette idée, qu'il s'agit de trouver les gisements de productivité qu'il y a chez les personnels, et que cela va passer par différentes méthodes. Alors, le nouveau management public ne fait que reprendre un certain nombre de recettes du management qui s'est mis en place dans les entreprises privées. Donc là aussi, vous voyez que la fonction publique, d'une façon générale, n'est pas à part du monde du travail. Elle a seulement eu un décalage dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui se sont développées dans les entreprises privées depuis les années 70-80 surtout, et qui sont arrivées dans l'école, disons, à partir surtout des années 90. Alors ce nouveau management public, il est caractérisé à la fois par une injonction à l'autonomie. Il faut que les salariés soient capables d'autonomie, d'initiative face aux situations qui se présentent à eux.
Donc qu'ils aient aussi un haut niveau de qualification, mais en même temps, cette autonomie, elle est contrôlée. Elle est contrôlée par quoi? Essentiellement par l'évaluation. Autre caractéristique, c'est qu'il y a une transformation de la nature même de la prescription. Ce qui est dit de faire aux salariés. Cette prescription devient plus floue. Elle porte essentiellement sur des objectifs, mais ne s'intéresse pas du tout à comment on atteint les objectifs. Donc il y a un décalage de plus en plus grand entre les managers et ceux qui font le travail. De plus en plus, il y a des managers qui ne connaissent pas le métier. Un bon exemple dans l'éducation nationale, c'est que désormais, la direction d'établissement pour le secondaire et l'université est ouverte à des personnes qui ne sont pas de l'éducation nationale, qui viennent d'autres sphères. Donc on voit bien qu'on estime là qu'on peut avoir des managers qui gèrent le mot qui me vient naturellement c'est ça, parce qu'effectivement la principale préoccupation de ces managers, ça va être la gestion avec une augmentation du rendement du système. Donc cette autonomie plus grande qui est exigée, en même temps, elle est empêchée par des organisations du travail qui entravent l'autonomie au travail. D'autant plus que face à un prescrit qui est plus flou, il faudrait que les gens travaillent plus ensemble. Quand on nous prescrit quelque chose de flou, par exemple, mettez en place le maître surnuméraire, on en parlait tout à l'heure, plus de maîtres que de classes. Mais on ne vous dit pas vraiment, ou pas toujours, ou pas beaucoup, comment il faut le faire. Donc en gros, c'est à ceux qui font le travail de se débrouiller pour le faire. Donc d'un certain côté, on dit il y a de l'autonomie. On fait appel à votre intelligence, à votre qualification pour trouver des solutions. Mais quand on regarde comment les possibilités concrètes qui sont données à cette autonomie, on voit bien qu'elle est empêchée. D'abord parce que souvent, il y a peu de moments et de lieux pour discuter collectivement de qu'est-ce qu'on fait, justement. Souvent, les collègues, quand on les interroge, et je crois que c'est encore pire dans le second degré, ils disent toujours on se voit entre deux portes. C'est pareil dans l'école primaire, j'imagine. Donc, en fait, il y a, du fait de ce prescrit plus flou, il y a un travail d'interprétation important à faire par ceux qui travaillent. Ce travail de traduction, comme nous le disons, il consiste à se dire ici et maintenant, qu'est-ce que je fais de ce qu'on me demande? Car une fois qu'on dit il faut utiliser ou il faut mettre en place les nouveaux rythmes scolaires, ça ne dit pas grand-chose du ici et maintenant, comment on fait avec les ressources locales, avec la situation locale, etc. Donc, cette nouvelle organisation du travail avec ce prescrit plus flou, ce management par les objectifs, exigerait beaucoup plus de travail collectif. Or, le travail collectif, il est entravé notamment par l'intensification du travail. Et ça, c'est une autre caractéristique, pour le coup, du travail en général, mais du travail enseignant aussi, qui a été constatée au plan européen. Il y a une étude européenne qui a été conduite notamment par Marois, qui est un collègue belge, et qui a montré à quel point il y a une intensification du travail des enseignants dans tous les pays européens. Alors, cette intensification du travail, elle passe notamment par la diversification des tâches. C'est-à-dire que si on se reporte à 20 ans ou 30 ans en arrière, un enseignant a une diversité des tâches à réaliser qui est beaucoup plus grande qu'auparavant. Une autre tendance commune à tous les travailleurs et à toutes les situations de travail, c'est l'idéologie. Je parle bien d'idéologie parce qu'il s'agit d'une idéologie selon laquelle le travail serait un coût. Vous l'entendez quasiment tous les jours à la radio, il faut baisser le coût du travail. Alors que le travail, c'est la principale ressource d'une société. Mais quand on parle en termes de coût, on se préoccupe toujours de faire baisser les coûts. Alors que quand on parle en termes de ressources, on se préoccupe de la qualité de la ressource, de est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle est adaptée, etc.
Donc, on passe dans cette idée de coût du travail à des politiques de diminution du budget public, comme je l'ai dit. La diminution du budget public du budget public, ou d'ailleurs dans le privé aussi, a eu pour conséquence tout le temps de reconfigurer la constitution même du salariat. C'est-à-dire dans les entreprises, et ça c'est un processus qui a démarré dans les années 60-70, petit à petit le noyau de personnes stables est devenu petit, un petit noyau, et entouré d'une grosse zone, on pourrait dire, d'un cercle important de personnel plus ou moins précaire, au nom de la flexibilité nécessaire du travail, au nom du moindre coût du travail, avec une explosion de l'intérim. Et on voit que ces tendances touchent aussi l'éducation nationale, puisqu'il y a une baisse du nombre de titulaires. Alors, pour ce qui est de la prescription, qui s'adresse donc à des personnels plus divers, comme les objectifs sont très généraux, en gros, c'est le débrouillez-vous qui préside. On dit aux salariés, voilà ce qu'on attend de vous, souvent en termes chiffrés, avec des objectifs précis, et après, comment vous devez le faire, c'est à vous de vous débrouiller. Alors cela a des conséquences aussi sur la façon de voir le travail qu'on a à faire. Dans le débrouillez-vous, il s'adresse collectivement à des personnels plus divers, comme je l'ai dit. Et la difficulté qui ressort des enquêtes que l'on fait est que les gens ne savent plus bien ce qu'ils doivent faire, ce qui relève d'eux. Est-ce que c'est à moi de faire ça ou est-ce que ce n'est pas à moi de le faire? Est-ce que c'est à un autre ou est-ce que c'est à moi? Donc la définition même des métiers a des frontières un peu plus poreuses et cela a des conséquences pour les repères qu'on a dans la gestion, qu'on a au quotidien. Est-ce que c'est à moi de faire ça avec les parents, de faire ça avec les élus, les enseignants, peut-être plus encore du secondaire, disent souvent on est à la fois assistante sociale, enseignant, éducateur, gendarme, voilà. Donc oui, est-ce que c'est à nous de faire ça ou pas? Donc cela introduit du trouble à la fois au quotidien, qu'est-ce que je dois faire ou pas, mais cela introduit du trouble aussi en termes d'identité professionnelle. C'est-à-dire finalement, mais c'est quoi mon métier? C'est quoi mon métier? Et quand un métier a des doutes sur son identité professionnelle, il est un peu en situation de faiblesse. On en reparlera. Une autre caractéristique du travail actuellement est le lien beaucoup plus fort entre la production et l'extérieur. Qu'il s'agisse de production de matériel, d'objets, qu'il s'agisse de production de services. Actuellement en France, il y a 70% des salariés qui sont en lien direct avec l'extérieur. Alors dans les entreprises privées, il y a un terme pour ça, c'est que les opérateurs, comme on dit, travaillent en flux tendu. Alors, travailler en flux tendu, quand on produit des automobiles, ça veut dire que la commande des automobiles est liée directement à la commande du client. On ne produit pas un stock d'automobiles et puis après on attend le client. Non, on produit s'il y a une commande du client. Alors ça, c'est la version privée. Mais quand on regarde du côté du public et de l'enseignement en particulier, on peut dire qu'il y a aussi une relation beaucoup plus étroite depuis la décentralisation entre les attentes et les demandes des parents, des collectivités locales et l'école. Donc cette relation entre l'usager ou le client, selon les cas, est beaucoup plus forte qu'auparavant. Cela a même été théorisé comme moyen de transformer l'école malgré les enseignants, et même contre les enseignants parfois, par un ancien ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, qui disait explicitement qu'il fallait jouer les parents d'élèves contre les enseignants étant d'irréductibles conservateurs.
En général, c'est resté dans les mémoires. Donc, on a un contexte de travail qui se transforme beaucoup, des attentes par rapport aux salariés qui se transforment aussi, et un nouveau management public qui modifie les relations entre la hiérarchie et ceux qui travaillent. L'idée qui préside aussi aux réformes de l'éducation, depuis les années 80, c'est que la transformation du système ne peut venir que de l'extérieur du système. Jusque-là, c'est plutôt la dynamique interne du système éducatif, des systèmes éducatifs, qui a porté les évolutions du système éducatif. À partir des années 80, de la montée d'organismes internationaux s'intéressant à l'éducation, l'idée a été plutôt de dire que la réforme va se faire malgré, voire contre les enseignants. Toujours qui font de la résistance au changement, et comme si le métier était, disons, les réformes étaient contre le métier. Alors cela se traduit par des dispositifs contraignants. Bon, il y a toute une rhétorique, un discours qui alimente cette façon de voir, mais cela se traduit aussi par des dispositifs contraignants et par la conception de l'éducation comme un élément géostratégique clé. Lors de la première campagne électorale, la première campagne électorale d'Obama, il y avait eu un débat entre son concurrent républicain, McCain, si vous vous souvenez bien. Il y avait eu un débat public, télévisé, qui avait été reproduit, qu'on pouvait suivre en direct sur Internet, entre lui et Obama. Et une partie de ce débat était consacrée à l'éducation. Et ce qui était tout à fait frappant dans ce débat était que d'abord tous les deux étaient quasiment sur les mêmes positions, à quelques détails près, mais surtout que tous les deux focalisaient leur attention sur le rôle de l'éducation dans la puissance des États-Unis. Donc l'éducation est vue comme un élément géostratégique pour un pays, pour affirmer sa puissance. Par rapport à cette volonté d'utiliser l'éducation comme un élément de pouvoir international, de reconnaissance internationale, à partir de l'idée qu'il faut imposer la réforme de l'extérieur, qu'il faut la faire contre le métier, un métier qui serait rétrograde, comme on ne peut pas greffer une puce sur le cerveau des enseignants, et comme le discours n'est pas toujours convaincant auprès des enseignants, ce qui est mis en place, ce sont des dispositifs contraignants. Alors, quel dispositif contraignant a été mis en place particulièrement ? Ça passe en général par les dispositifs d'évaluation et de contrôle. Alors ça aussi, ce n'est pas le propre de l'éducation, hein. Ça a déjà été testé largement depuis longtemps dans les entreprises privées. Par exemple, si vous regardez dans les entreprises, vous avez sans doute entendu parler des plateformes de téléphone. Quand vous avez un problème avec votre Livebox et puis que vous téléphonez, vous tombez là-dessus. En général, ceux qui travaillent sur ces plateformes ont un protocole pour répondre qui est extrêmement strict. On appelle ça un script qu'ils doivent respecter au mot près. Et ils sont contrôlés en permanence, voire en direct. On vous le dit d'ailleurs, hein, votre conversation va être écoutée. C'est une façon de contrôler celui qui travaille pour voir s'il respecte bien le script. Et en même temps de vous faire soit l'allié du contrôle, soit au contraire celui qui va poser le problème dans ce contrôle. Donc l'évaluation et le contrôle sont le levier du nouveau management public pour transformer le travail. Alors dans l'éducation nationale, il y a aussi des dispositifs d'évaluation qui ont cette fonction. Alors, selon les gouvernements, l'avancée dans ce sens-là est plus ou moins forte ou pas. Ou disons, l'affichage est plus ou moins fort ou pas. Sous la précédente présidence de la République, il y avait un affichage fort avec, si vous vous le rappelez, par exemple, la mise en place d'évaluations régulières des enseignants individuels. Ça se pratique encore dans le second degré. Et au cours de ces entretiens d'évaluation, c'est le même terme que dans le privé,
on fait le point sur la carrière de la personne et surtout on voit si les objectifs qui sont ceux du contrat d'établissement sont bien visés et respectés. Il y a un autre exemple, c'est la mise en place du livret de compétences. Le livret de compétences est un dispositif d'évaluation qui contraint et qui entraîne forcément des transformations du travail. Donc vous voyez, plutôt que de rentrer dans une logique de formation, de débat, de controverse sur les critères de qualité du travail, les politiques actuelles sont d'imposer par le biais de dispositifs d'évaluation et de contrôle des politiques qui ont pour principe la rentabilité du système, le moindre coût du travail et l'affichage de résultats pour un rôle géopolitique. Alors, donc ça, c'est le tableau général et simplifié dans quelle situation nous nous trouvons. Maintenant, je vais essayer de réfléchir un peu sur quel effet ça fait au travail et à ceux qui travaillent. Alors, le premier point qu'on peut pointer, c'est que ces transformations du travail ont un effet très important sur les frontières entre travail et non-travail, entre temps de travail spécifiquement bien identifié comme temps de travail et le temps qui n'est pas dédié forcément au travail. Alors pour les enseignants, c'est plus compliqué dans la mesure où les enseignants, particulièrement dans le secondaire, mais de plus en plus dans le primaire aussi, puis ça dépend de l'organisation du travail de chacun, le temps de travail n'est pas seulement dans l'école ou dans l'établissement secondaire, mais il est aussi à la maison. Cependant, on voit bien qu'actuellement, il y a de plus en plus de travail à la maison, de sollicitations qui arrivent à la maison aussi, et qui font que cette frontière entre travail et non-travail devient poreuse. Alors cela a des conséquences parce que entre sphère professionnelle et sphère privée, quand ça devient très poreux, quand le travail envahit trop la sphère professionnelle, le temps de récupération de la force de travail, tout simplement, comme on disait dans le temps, le temps pour s'enrichir soi-même aussi, il devient de plus en plus restreint et la fatigue, au contraire, s'installe. Donc la fatigue et les risques psychosociaux qui ont été évoqués tout à l'heure deviennent majeurs. Cette fatigue, ces risques psychosociaux sont essentiellement liés à l'intensification du travail, dont j'ai parlé, et à cette porosité entre sphère professionnelle et sphère personnelle, sphère privée. Actuellement, la question des troubles musculo-squelettiques, qui sont une des formes principales des risques psychosociaux, se traduisent par des coûts extraordinaires au plan international. Ça se chiffre en milliards. D'où une campagne et un projet européen de diminuer les risques psychosociaux. Il faut savoir que ces risques psychosociaux sont, pour les TMS, les troubles musculo-squelettiques, à 40% invalidants. Donc vous imaginez le coût que ça a pour la collectivité. C'est une des raisons pour lesquelles, en 2011, le ministre de l'Éducation nationale, qui était Châtel, a annoncé le recrutement de 80 postes de médecins scolaires. À la stupéfaction de tout le monde, puisqu'on était en phase de réduction drastique des postes, d'un seul coup, Châtel a dit « Nous allons recruter 80 médecins scolaires ». C'était le résultat de cette politique européenne de volonté de diminution des risques psychosociaux qui coûtent tellement cher. Alors, le problème, c'est qu'ils ont réussi à en recruter 10 seulement. Voilà, après, il faut se poser la question pourquoi. Pourquoi ce n'est pas attractif pour des médecins que de devenir médecin scolaire. Cela nous montre aussi quelle est la façon
de traiter la question de la fatigue, de l'usure au travail et de ses effets. La façon de le traiter, c'est par la médecine. Il faut soigner les individus pour éviter qu'ils souffrent de risques, de troubles psychosociaux, et en soignant les individus par des médecins, mais aussi par des séances d'écoute. Ça se pratique beaucoup, hein, les téléphones aussi, des différents dispositifs de soutien et d'aide psychologique. C'est comme ça qu'on va soutenir les personnels. Cela veut dire qu'on identifie le problème comme relevant de la personne et comme relevant de fragilité personnelle. Et l'enquête qu'on a faite en lien avec la MGEN a eu 2 volets. Un premier volet portait sur les personnels de l'institution, voire autour de l'institution. Alors on est allé rencontrer des DRH, des inspecteurs, des assistantes sociales, des médecins du rectorat. Mais on a élargi aussi, on a rencontré l'autonome de santé, on a rencontré des médecins de ville. Et ce qui était très frappant, c'est que plus on s'élevait dans la hiérarchie à l'intérieur de l'institution, et plus le discours était, le problème, ce sont les enseignants fragiles. Alors que plus on s'éloignait de la hiérarchie, plus on se rapprochait du terrain, les chefs d'établissement par exemple, ou des médecins de ville, plus ils disaient, eux, le problème c'est l'organisation du travail. Et ce n'est pas seulement la fragilité supposée des individus. Alors là, il y a aussi des résultats de recherche qui peuvent nous aider à réfléchir là-dessus, parce que les travaux, notamment de psychodynamique du travail ou de clinique de l'activité, dans des métiers autres que l'enseignement, ont montré qu'en règle générale, le travail a 2 objectifs. Il a un objectif de production, c'est-à-dire de production de biens ou de services, et puis il a un autre objectif, c'est le maintien de la santé, la réalisation de soi. Or, dans ces 2 objectifs, quand ces 2 objectifs sont entravés, eh bien, ça produit de la souffrance au travail, des différents maux à la fois physiques ou psychologiques. Mais ce que ces travaux ont montré aussi, c'est que quand ça va mal dans le travail, très vite, ça va mal dans la famille aussi. C'est-à-dire qu'on transporte les problèmes du travail dans la famille. Et l'enquête que j'ai faite sur la souffrance au travail montrait bien que les enseignants, quand ils avaient des périodes de difficultés importantes, c'est quand justement, comme ils disaient, moi je leur ramène à la maison mon élève de 3e ou de 4e avec lequel il y a eu un conflit violent ou dont je ne sais plus quoi faire, ou des choses comme ça. Alors qu'à l'inverse, quand ça va bien au travail, même si ça va mal à la maison, le travail est un soutien. Donc on voit bien que les relations entre les problèmes personnels et les problèmes professionnels sont souvent inversés de ce que pense la hiérarchie de l'éducation nationale particulièrement. Il y a un autre lieu commun dans la hiérarchie de l'éducation nationale qui est de dire « Ah, si on sélectionnait mieux les enseignants ». Et nous avons eu dans cette enquête des discours qui expliquaient que si à l'entrée dans le métier on avait une sélection plus sévère, on pourrait repérer les futurs enseignants fragiles. Donc on voit bien que c'est une conception très essentialisante, c'est lié à la nature de la personne. On serait par nature et définitivement fragile, et donc il faudrait. Et puis on serait par nature et définitivement quelqu'un de solide comme un roc qui pourrait faire une carrière de 40 ans sans problème. Donc tous les travaux sur le travail démentent ça. Mais le secteur de la médecine est particulièrement réticent à ça, notamment tout ce qui est de médecine du travail lié au recrutement. Eux, ils sont quand même beaucoup sur l'idée que si on recrutait mieux, ça irait mieux après. Déjà qu'elle existe. Alors, il est intéressant de comprendre, bien sûr, pourquoi il y a de la souffrance au travail. De notre côté, nous avons parlé de souffrance ordinaire.
Et c'est ce qui nous a frappé dans notre enquête, le fait que les enseignants, majoritairement, n'étaient pas confrontés à des situations paroxystiques. Ça, c'est bon pour les journaux et la une des journaux télévisés. Elles sont très rares, ces situations paroxystiques. Mais en revanche, il y a une multiplication de situations ordinaires qui contribuent au sentiment d'usure, voire à de la souffrance au travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer comment les enseignants peuvent développer des stratégies de reconquête. Et ça, j'en parlerai à la fin. En tous les cas, tout ce que je viens de décrire a des conséquences sur le métier en profondeur. Alors, je voudrais en évoquer quelques-unes. La première conséquence que je pourrais signaler, c'est le passage progressif de ce que les sociologues appellent une logique de mandat à une logique de service. De service avec un S ou de mission avec un S. Je vais expliquer. La logique de mandat, c'est quand un groupe professionnel reçoit mandat de la société, par l'intermédiaire d'un gouvernement, d'un ministre, pour faire un certain nombre de choses. C'est le cas des enseignants, qui reçoivent mandat de la société de former les générations successives d'élèves, de les préparer à l'insertion professionnelle, à l'insertion sociale, et, si possible, de les aider à se développer personnellement. Cette logique de mandat, on voit bien qu'elle est verticale. C'est la société, par l'entremise du gouvernement, qui donne un mandat qui se traduit par des injonctions dans le BO. Après, il y a toute la traduction possible et imaginable. Mais il y a une autre logique qui s'est développée et qui correspond à des attentes sociales aussi, qui est la logique de service. Je dis bien service avec un S. Ce n'est plus le service public, mais c'est la production de services avec un S. L'éducation nationale, il y a eu d'ailleurs un BO qui disait ça très clairement il y a quelques années dans la circulaire de rentrée. Les écoles, les établissements doivent fournir un plus grand nombre de services aux parents et aux élèves. Or, les études sociologiques montrent qu'on ne produit pas de la même façon un service que lorsqu'on est dans le cadre d'une mission liée à un mandat. Quand on est dans le cadre d'une mission liée à un mandat, en gros, c'est le mandataire qui définit la norme. C'est l'école, par l'intermédiaire des enseignants, qui définit la norme, à la fois de ce qu'il faut apprendre, de comment il faut se comporter, d'un certain nombre de choses. Les parents, et ça a été le cas pendant longtemps de l'école, les parents n'avaient pas leur mot à dire, et en règle générale, dans le meilleur des cas, ils avaient à se conformer à la norme. Dans la logique de service, ou de mission avec un S, comme on dit les missions d'intérim, là, il s'agit de co-construire le service. Les enquêtes sociologiques qui ont porté sur d'autres métiers que le travail enseignant montrent que le service ne peut être produit que s'il y a une co-construction entre le professionnel et le bénéficiaire du service. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Cette logique de service, elle est horizontale. Elle implique des interactions entre le professionnel et le bénéficiaire du service. Des interactions, des ajustements, des négociations. On va être sur une logique de contractualisation. Donc on voit bien que toutes les transformations du travail aboutissent dans l'éducation au télescopage des deux logiques. La logique de mandat vertical, la logique de service horizontal. Une des conséquences, c'est qu'il y a une tension entre ce que ça implique dans le travail. Dans la logique de mandat, on est fixé sur les résultats globaux et cela implique une certaine distance avec les usagers, puisqu'on les voit relativement peu, et même avec les élèves. On traite les élèves comme un ensemble plutôt homogène. Dans la logique de service, puisqu'on est en permanence en interaction avec les autres, on va être dans une logique de proximité. Donc dans le travail au quotidien, les enseignants vont être des élastiques obligés, en quelque sorte,
entre distance et proximité. On fait de l'aide, du soutien, on est dans la proximité. On rencontre les parents pour X raisons, on est dans la proximité. En revanche, quand on dit aux enseignants, et je l'ai vu dans beaucoup d'établissements du secondaire, la réunion de rentrée leur donne des objectifs, il faut augmenter les résultats au brevet, il faut augmenter les passages, tout ça, là on est dans la logique de mandat. Et dans ce cadre-là, on ne va pas s'intéresser en proximité à tel ou tel élève, mais on va dire il faut avoir des résultats et hop, il faut que tout le monde bouge en même temps, avance au même rythme. Donc on voit bien que cela a des conséquences au quotidien dans la façon de travailler, dans la façon d'interagir avec les autres. Cela est d'autant plus fort que, comme je l'ai dit tout à l'heure, désormais ce sont ceux qui travaillent qui doivent définir le cadre de leur action par rapport à des prescriptions qui sont plus floues. Or, ce travail de définition du cadre de l'action, j'ai pris l'exemple des rythmes scolaires par exemple, ça produit un travail invisible. Ça ne fait pas partie du travail qui est initialement prévu pour un enseignant. Mais vous allez faire plein de choses qui n'étaient pas, vous n'imaginiez même pas que vous auriez à faire un jour peut-être. Et ce travail, il est de définition du cadre de l'action, il est source d'activités à la fois d'interaction sociale et d'activités cognitives qui sont une surcharge mentale, une surcharge cognitive. Donc on a intensification du travail, diversification des tâches, augmentation de la charge cognitive et aussi le fait qu'on soit obligé de développer de nouvelles compétences et de faire appel, de mettre de soi dans le travail encore plus qu'auparavant. Puisque quand on veut viser les deux objectifs du travail, produire ce qu'on nous demande de produire et maintenir sa santé au travail, il faut beaucoup mettre de soi. Et dans les deux cas, on peut échouer. On peut échouer à produire ce qu'on nous demande de produire, la réussite des élèves, et on peut échouer à maintenir la santé au travail. Et dans ce cas-là, ça tourne très mal et on est vraiment en difficulté. La logique de service, pour vous donner un exemple de mobilisation cognitive nouvelle. Dans la logique de service, les enseignants sont beaucoup plus en relation avec les parents qu'auparavant, ou avec des élus. Or, les parents s'adressent aux enseignants avec des demandes différentes. Ils s'adressent, ou les élus, ils s'adressent aux enseignants avec des besoins, des attentes qui, elles aussi, non seulement sont différentes, mais sont contradictoires. Vous allez avoir un parent qui attend que vous vissiez les gamins, et puis un autre qui, au contraire, qui attend que vous les bichonniez. Il y en a un qui va attendre que vous les ameniez, vous visiez la classe prépa et polytechnique, et puis un autre qui s'en fiche de ça et qui se préoccupe plus du fait que son enfant évolue positivement. L'enseignant, lui, il est face aux deux. Donc, non seulement il va devoir justifier son action, puisque les parents demandent de plus en plus ça, mais les élus aussi, la hiérarchie aussi, nous demandent de justifier notre action. C'est d'ailleurs un terme anglo-saxon dans le cadre du management public, la accountability. Il faut rendre compte, la traduction c'est rendre compte de son action par rapport à la hiérarchie. Par rapport aux parents, donc il y a ce travail de justification, mais de justification dans plusieurs logiques. Donc vous allez être amené à justifier votre action à la fois face à celui qui attend Polytechnique et à celui qui attend le développement personnel de son enfant. Donc ça demande une capacité rhétorique, certes, il faut savoir présenter les choses, mais aussi cognitive au sens de comprendre quelles sont les attentes des personnes qu'on a en face de soi, comment on peut les amener à comprendre la logique professionnelle qui est la vôtre, et cela amène aussi à entrer en débat sur un point qui est clé, qui est quels sont les critères de qualité du travail. Les critères de qualité du travail, la hiérarchie prétend les connaître. De plus en plus, les parents prétendent les connaître, voire parfois les enfants quand ils sont un peu plus âgés. Or, les critères de qualité du travail, les seuls à la limite auxquels on ne demande pas leur avis sont les enseignants. Donc on peut penser quand même qu'en tant que professionnels, ils ont des idées sur la question. En même temps, les enseignants ne peuvent pas être les seuls à définir les critères de qualité du travail. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'est pas leur mot à dire. Et ce qui n'est pas normal
et qu'ils n'entrent pas en débat sur ces questions. Le débat sur les questions de critères de qualité du travail sont à la fois des débats internes au métier, entre collègues. Mais toi, tu fais ça comment? Comment tu t'y prends? Mais non, moi, je ne suis pas d'accord. Et puis voilà, c'est débattre de comment on fait. Et au passage, de définir des règles, ce qu'on appelle des règles de métier, sur comment on peut faire. Mais c'est débattre aussi avec les autres. Et les professionnels, là, ont un rôle à jouer pour entrer en débat avec la hiérarchie, pour assumer la conflictualité qu'il y a là-dessus. La hiérarchie ne sera jamais d'accord avec les enseignants sur les critères de qualité. En tous les cas, sur tous les critères de qualité. Il y en a bien qui peuvent faire consensus, d'autres qui font débat. La pire des choses, c'est qu'il n'y ait pas débat. Et de la même façon avec la société. Entrer en débat aussi avec les parents, voire avec les élus ou les journalistes quand vous en voyez un. Donc cette justification dans plusieurs logiques est à la fois une activité cognitive, mais cela montre aussi un des aspects du travail qui est sans doute renforcé, c'est cette nécessité à débattre des critères de qualité. Sachant que ces critères de qualité, ils sont évolutifs. Et quand on regarde l'histoire des métiers, on voit des métiers qui ont disparu. Il y a beaucoup de métiers qui ont disparu dans l'histoire du travail. Et les métiers qui ont disparu, ce sont ceux qui n'ont plus eu d'utilité sociale, du fait de l'évolution des techniques, de l'évolution des besoins, mais aussi des métiers qui n'ont pas su se défendre, qui n'ont pas su justement entrer en débat pour défendre un certain nombre de choses. Donc, au final, on peut voir qu'un des problèmes des enseignants, c'est comment conserver le sens de leur travail et aussi comment identifier des marges de manœuvre. Or, dans tous les métiers, ce qui importe dans le travail, qu'on soit caissière, conducteur de locomotive dans les chemins de fer, ou qu'on travaille dans le nucléaire, qu'on soit cadre, médecin ou autre, il y a 3 choses qui importent dans le travail. La première, c'est l'utilité. Je suis utile en faisant ce travail. Il y a eu des enquêtes sur le travail des caissières récemment qui est tout à fait remarquable et qui montrent à quel point elles ont un sentiment d'utilité de leur travail. Et quand ce sentiment d'utilité est atteint, à quel point ça porte atteinte aussi à la qualité du travail, mais aussi à la santé. Deuxième élément, c'est l'autonomie dans le travail. La marge d'autonomie que l'on a dans le travail. Et là aussi, quels que soient les types d'emploi. Le troisième élément, c'est la réalisation de soi. Je me sens important quand je fais dans ce travail. Je suis épanouie, je suis bon, etc. Qui passe notamment, c'est lié, par la reconnaissance qu'il y a du travail. Donc ces 3 éléments, et arrive en 4e, mais plus loin, comme un autre élément de reconnaissance, le salaire. Et ce n'est pas ce qui est en premier. Là aussi, contrairement à des idées reçues. Non pas que ce ne soit pas important, mais ce n'est pas ce qui vient en premier. Or, on voit bien que si la possibilité d'autonomie, tout à l'heure je vous ai dit que l'autonomie, elle était actuellement à la fois prescrite et empêchée. Si l'empêchement est trop fort et que la possibilité d'autonomie est trop restreinte, il y a souffrance au travail. S'il n'y a pas de reconnaissance, or on le voit dans votre enquête et on le voit dans toutes les enquêtes concernant les enseignants, il y a une reconnaissance bien insuffisante, on pourra en reparler dans le débat si vous voulez, et bien il y a aussi des possibilités de souffrance au travail. Donc le sentiment d'usure des enseignants que nous avons constaté dans nos enquêtes provient surtout du sentiment de relative impuissance face aux problèmes auxquels les enseignants sont confrontés. Étant donné l'énergie qu'ils mettent dans leur travail, les résultats leur semblent pas à la hauteur de l'énergie qu'ils y mettent, de l'investissement de soi, de ce qu'ils mettent d'eux dans le travail pour à la fois produire ce qu'on leur demande et préserver leur santé.
Et le sentiment de relative impuissance est une source d'usure, de démoralisation, bien sûr. Et selon l'analyse qu'on a produite, c'est lié aussi à un défaut de ressources propres au métier. Donc, un défaut de ressources propres au métier, effectivement, face à des injonctions nouvelles, face à une conception du travail qui est transportée par les politiques publiques, qui est nouvelle aussi, quelles sont les ressources du métier? On voit bien qu'il y a un décalage entre ce qui est demandé de faire au personnel et les ressources du métier qu'ils peuvent mobiliser. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui devient problématique, c'est quand les conditions ne sont pas réunies pour justement produire des ressources adaptées, actualiser les ressources du métier, qui soient utiles à la fois aux individus et aux collectifs. Et là, ça me permet de dire un petit mot sur la question des collectifs. Car l'organisation du travail liée au nouveau management public, non seulement elle impose, comme je vous l'ai dit, de l'autonomie prescrite, de définir les cadres de l'action face à un prescrit qui est plus flou, tout en étant contrôlé plus étroitement. Les organisations du travail ne sont pas adaptées à ces nécessités des nouvelles formes du travail. Si on dit définissez le cadre de votre action, c'est à vous de dire comment vous devez utiliser le cadre surnuméraire, ça veut dire qu'il y a une organisation du travail qui permet de le faire, qu'il y ait du temps pour travailler, pour débattre, pour discuter de comment on va faire, etc. Cela veut dire qu'il y ait des collectifs de travail. Mais dans le même temps, si on met en place des évaluations des personnels sur la base d'objectifs, une évaluation strictement individuelle, une mise en concurrence des personnes, dans le privé c'est très fort, dans le public ça l'est moins, mais ça existe aussi, la mise en concurrence des individus va à l'encontre du travail collectif. Comment allez-vous travailler avec votre collègue si 3 mois après, vous savez que vous allez être en concurrence pour avoir la prime ou l'avancement? Puisque l'avancement ou des primes, il n'y en a pas pour tout le monde. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction entre les attentes des nouvelles formes d'organisation du travail, l'organisation du travail elle-même et les formes d'évaluation. On ne peut pas demander, on ne peut pas s'attendre même à ce qu'un métier renouvelle ses ressources, produise des ressources nouvelles, si dans le même temps on met en concurrence les individus, ce qui empêche les collectifs de travail de travailler justement à ce renouvellement des ressources du métier. Il y a là une contradiction dans les termes. Alors cela se traduit chez les enseignants par des pathologies que la MGEN a identifiées. Contrairement à ce qu'on pense, les pathologies sont moins mentales que physiologiques. Ça, c'est un peu une idée reçue selon laquelle il y aurait de gros problèmes de santé mentale dans l'éducation nationale, et par contre peu de problèmes de santé physique, de physiologique. En fait, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup, les principaux problèmes de santé dans l'éducation nationale, pour les enseignants, concernent essentiellement des problèmes de dos, des problèmes de circulation et de varices, par exemple, des problèmes d'allergie aussi, qui ont été identifiés. Donc voilà, ce sont les grandes pathologies. En matière de santé mentale, si on regarde à l'échelle de l'ensemble des personnels d'éducation nationale, ceux qui sont le plus touchés, ce ne sont pas les enseignants. Ce sont les personnels non enseignants. Et du point de vue des médecins de la MGEN et de la fondation recherche de la MGEN, puisque la MGEN a une fondation recherche, c'est avec elle que nous avons conduit cette recherche, elle estime que ça peut s'expliquer par le fait que les enseignants, d'une part, sont moins en relation directe, fréquente avec leur hiérarchie. Donc il y a moins de pratiques de harcèlement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, mais il y en a moins que pour les personnels non enseignants. Et deuxièmement, que les enseignants s'adressent plus facilement à des ressources
quand ils sont en difficulté, du type psychologue, médecin, que des personnels non enseignants. Donc ça fait partie plus facilement de la culture des enseignants, de la culture médicale, des pratiques médicales, d'aller voir un psychologue, ça n'est pas... on n'associe pas ça au fait d'être fou, de quelque chose d'hyper angoissant, par exemple.